Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans deux correspondances adressées au président du Sénat et de l'Assemblée nationale en date du 13 juin 2018 à temps appris, le président de la République, Paul Biya, souhaitait que soit sérieusement explorée l'éventualité d'un report des élections législatives. Mais les arguments brandis par l'homme du renouveau politique sont loin de faire l'unanimité. Le quotidien Le Messager, ce mardi, présentait ce projet de prorogation comme étant celui qui divise au sein de l'opinion. Notre invité ce soir nous dira ce qu'il pense de ce sujet d'actualité. À la tête de la commune du 3e arrondissement de la ville de Douala depuis le mois d'octobre 2013, cet ancien responsable des affaires générales d'une entreprise de notoriété publique dressera par ailleurs le bilan de sa première mandature à la tête de l'exécutif communal du 3e arrondissement de la ville de Douala. Nous parlerons également du projet de construction d'un marché moderne dans le quartier Ndokpassi 3, fruit de la coopération ou d'un partenariat, mieux encore d'un partenariat public-privé, mais dont l'opérationnalité reste attendue. Notre invité ce soir est issu du Social Democratic Front, parti de l'opposition dans lequel il occupe la fonction de commissaire au compte national, reconduit d'ailleurs à la faveur du congrès tenu à Bamenda. Maire du 3e arrondissement de la ville de Douala, Diop Théophile Nkwapnan est notre invité ce soir dans le cadre de cette livraison d'un fauteuil pour vous. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, Yves. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est d'ailleurs la première fois que vous venez à ce programme sur nos antennes. C'est la première fois, c'est vrai, mais pas faute que je ne voulais pas. C'est que peut-être mon programme ne permettait pas que j'arrive, mais il vaut mieux tard que jamais. Monsieur le maire, il y a une question rituelle à l'entame de ce programme. Y a-t-il des sujets sur lesquels vous ne souhaitez pas être abordé ce soir? Non, je suis ouvert à vous et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. On va donc débuter, parce que c'est une émission qui est segmentée en trois parties. On va donc débuter par des questions d'actualité. D'abord, celle relative à la prorogation éventuelle du mandat des élus du peuple. C'est le grand sujet qui a été évoqué d'ailleurs par la presse ce mardi. On n'a pas beaucoup entendu le Social Democratic Front s'exprimer sur la question. Vous semblez vous satisfaire de cette éventualité? Ça fera les affaires du SDF si jamais le mandat des députés était prorogé? Écoutez, qu'est-ce que le SDF va avoir dans les prorogations de mandat? Nous savons... Vous avez un groupe parlementaire? Si, nous avons un groupe parlementaire. Ça peut en faire votre affaire également? Non, écoutez, nous sommes combien dans ce groupe parlementaire? Nous sommes une quinzaine, donc ce n'est pas ça qui va renverser la tendance. Disons que chaque élu qui arrive sait qu'il a un mandat de 5 ans. Donc nous avons tout fait pour préparer notre mandat au terme de ces 5 années. Si aujourd'hui, il s'avère que le président de la République, qui est dans toutes ses prérogatives, hein, vraiment, on ne lui en veut pas. Mais s'il décide de proroger, tant mieux. S'ils disent que c'est pour demain, tout de suite, je vous dis, nous sommes prêts. Vous comprenez le débat au sujet de ceux qui pensent que derrière cette volonté de prorogation se cache visiblement ce que certains ont qualifié de coup d'État constitutionnel. Certaines formations politiques de l'opposition parlaient de glissement du calendrier électoral. Quel est votre avis? En réalité, je crois que pour l'instant, le chef de l'État est encore dans ses prérogatives parce que nous avons jusqu'au 20 pour la convocation, 20 à minuit pour la convocation du corps électoral en ce qui concerne les municipales et du 21 en ce qui concerne les élections législatives. Bon, glissement, je dis que ou bien qu'il est peut-être enfin à la Constitution, je ne crois pas. Pour l'instant, nous disons que déjà quand nous avons appris par les réseaux sociaux que cette convocation était, que cette lettre était déposée au niveau du Parlement, nous on a pris ça, nous avions été très calmes parce que nous ne voulions pas nous prononcer. Il fallait attendre que ce soit déposé sur la table. Donc ma question, est-ce que ça fait les affaires du Social Democratic? Non, pas les affaires, parce que nous ne pouvions pas nous mettre à croire à quelque chose qui n'est pas encore déposé sur la table des députés. Hein? Nous savions pertinemment que si ça arrivait sur la table des députés, ils ont une majorité obèse à l'Assemblée, donc ça passera comme une lettre à la poste. Donc pour nous, que ce soit déposé ou pas déposé, ça nous paraît au même.
En cas de confirmation de cette prorogation ou alors du dépôt de ce projet de loi visant prorogation du mandat de ces élus du peuple, est-ce qu'il n'y a pas un problème de légitimité qui se posera? Pourquoi pas? Parce que, pourquoi de légitimité? Parce que déjà en 2012, on a eu le même problème. Ici, aujourd'hui, là, le problème se pose parce que ce qu'ils utilisent comme raison pour le report, hein, il a parlé de la création de nouveaux ministères de développement, de la décentralisation, et il a parlé, je crois encore... Des problèmes d'ordre logistique et financier. Problèmes d'ordre logistique. Ça, nous l'avions dit à son temps. Hein, quand on faisait la loi des finances de 2018, nous avions dit que c'était irréaliste de croire qu'on peut faire 4 élections au cours d'une année. Au cours d'une année, parce que déjà, voyant nous-mêmes la réalité sur le terrain, on se disait que ce n'était pas possible. Bon, mais comme nous sommes légalistes, on se disait que si par hasard ce problème arrivait, on se mettrait toujours à l'ordre du jour. Déjà, il faut avouer que dans le SIF, depuis au moins une vingtaine d'années, nous avons toujours dit qu'il fallait que le Cameroun adopte une biométrie intégrale. S'il y avait effectivement une bonne biométrie, si les élections étaient à 2 tours avec des cartes magnétiques, one man, one vote, ça va faire que même la grand-maman qui arrive, c'est qu'elle a 3 passages ou 4 passages à faire. Mais aujourd'hui, il faut aller ramasser les candidats, les listes pour les mettre à un moment. Vous voyez vous-même qu'il faut faire 3 élections en un seul jour, c'est pratiquement impossible. Déjà qu'à faire même déjà des élections couplées de législatives et municipales, nous retrouvons les bulletins des législatives dans les municipales et vice-versa. Donc, honnêtement, depuis 20 ans, nous avions dit, faisons des choses comme des grandes personnes. Nous a toujours donné une démocratie tronquée. Et aujourd'hui, voilà où nous en sommes. De toutes les manières, ça va nous rattraper toujours. Alors, on est certainement dans l'ordre des spéculations, puisqu'effectivement, ce fameux projet de loi visant prorogation n'est pas toujours... Donc, vous voyez que nous avions raison de rester toujours... De la conférence des présidents. Mais voilà. Explorons l'éventualité d'un dépôt. Par exemple, puisque les motifs justement d'ordre économique ont été évoqués, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable, puisqu'on nous a habitués aux élections couplées, notamment ceux de 2013, que l'on proroge également le mandat des maires que vous êtes? Mais pour nous, je vous dis... Comme ça vous permettra de réaliser peut-être ce que vous n'avez pas pu réaliser en 5 ans. Oui, parce que c'est vrai, vous savez que pour un maire vraiment élu comme moi, j'ai dû perdre 3 années pour apprendre d'abord la gestion. Et là maintenant, depuis 2 ans, je peux dire que je suis au top. Bon, si j'ai encore la chance d'avoir 1 an, je crois que je vais asseoir tranquillement la méthode comme dans la mairie de Douala 3 et je crois que ça passera comme une lettre à la poste aussi. Donc vous êtes favorable à une prorogation du mandat des maires? Je ne peux pas dire que je suis favorable. Si le président de la République le dépose sur la table de l'Assemblée et que les 2 chambres approuvent, je ne pourrais que dire tant mieux. Parce que qui suis-je pour pouvoir dire que je vais applaudir ou ne pas applaudir? C'est quoi votre bilan vous effraie en 5 Non, ans? au contraire. Au contraire. Il faut rattraper. Non, je dis que je n'ai pas peur, je suis prêt. Même si on disait que les élections, c'est pour la fin du mois de juin, je suis prêt. Monsieur le maire, je voudrais qu'on aborde un autre sujet d'actualité, le réajustement du budget. 2 correctifs en l'espace de quelques mois. Le dernier semblait se justifier par le fait justement de la création ou de la mise sur pied du Conseil constitutionnel, mais également la création d'un nouveau département ministériel qui n'avait pas été pris en compte dans le vote budgétaire qui avait été arrêté en novembre. J'ai presque envie de vous poser cette question finalement. Pour vous, ces correctifs se justifient? Pour moi, ça ne se justifie pas. Parce que gérer, c'est prévoir. Nous ne pouvons pas passer tout le temps à faire une gestion tatillonne. Hein. Nous avons passé tout le temps à faire des à peu près, des à peu près. Je ne crois pas que c'est après janvier 2018 que le président a eu envie de créer un ministère pour la décentralisation ou bien qu'il devrait créer la Cour constitutionnelle. Il avait annoncé le 31 décembre, c'est pour dire qu'il savait très bien qu'il avait ça à faire. Bon, pourquoi on ne l'a pas mis dans le budget? Aujourd'hui, on nous met ça sur la table comme c'était quelque chose qui tombe du ciel et que tout le monde est surpris. Non, moi je dis qu'ils devraient déjà prévoir avant de le mettre en application. Aujourd'hui, le ministère est là. Il n'y a aucun élément qui vous fait voir même que le ministère existe. Hein?
Parce que quand on va jusqu'à nous dire aujourd'hui que nous avons eu même la chance de recevoir le ministre la semaine dernière ici dans la ville de Douala. Et c'est des questions qu'on lui a posées. Est-ce qu'il a même déjà un bureau? Est-ce qu'on sait qu'il est où? Hein? Son organigramme est composé comment? Qu'est-ce qu'il va faire? Pour l'instant, c'est encore un flou. Et je dis que... Qu'est-ce qu'il vous a répondu? C'est un salon? C'est un centre mais il a dit... fixe? Non, il n'est pas sans domicile fixe. Il dit qu'il est bien logé et qu'il est même très bien encadré. Que tous les cadres du ministère de l'administration territoriale sont à sa disposition. Donc, pour l'instant, vous voyez vous-même que c'est un peu de l'à peu près. Mais nous sommes déjà habitués dans notre pays à faire du cafouillage comme mode de gestion. Et pour l'instant, nous sommes au Cameroun, on s'est déjà habitués comme ça, on sait que on se débrouille et si ça marche, ça marche. C'est pas normal, mais on fait avec. C'est notre pays. Amnesty International a rendu public son rapport 2017-2018, rapport accablant une fois de plus pour le Cameroun. Le porte-parole du gouvernement a réagi parlant de rapports approximatifs, mensongers. À la limite, ce rapport, vous l'avez peut-être vaguement parcouru, mais vous n'avez pas le sentiment que cette organisation du respect des droits de l'homme a un problème contre le Cameroun? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est parce que notre ministre de la Communication lit des rapports, lit ce qu'on lui a demandé de lire. Il lit ce qu'on a écrit. Je voudrais que les gens descendent sur le terrain. Yves Sandio, faites un tour ici au sud-ouest. Entre Boya et Kumba, ce n'est pas possible. Depuis vendredi, c'est pratiquement pas vivable là-bas. Hein? Tout ce qui se passe dans le nord-ouest. Il y a un couvre-feu qui dure depuis plus d'1 an dans le nord-ouest. Il y a des villes mortes qui sont continues. Les gars de Amnesty International disent que ceux qui vivent sur le terrain, d'autres sont dans les bureaux climatisés et tout, ils ne savent pas. Nos frères camerounais meurent. Nos hommes en tenue meurent. Les vieilles mamans sont brûlées dans les maisons. Je dis que c'est des choses qui sont réelles. Mais comme les gens ne veulent pas, peut-être parce qu'il faut ne pas tout dire, mais quand même être franc pour reconnaître qu'il y a des choses qui ne vont pas au pays. Le pays va mal. Le pays va mal. Il faut que les gens descendent, que ce ministre de la Communication-là, qui ne reste pas seulement dans le bureau pour parler, qu'il descende sur le terrain. Vous accordez du crédit à ce rapport-là? Ben, moi, j'accorde du crédit parce que c'est des choses qui sont visibles, qui sont réelles. Donc vous ne voyez pas une vérité de tentative de déstabilisation? Non, déstabilisation, je dis non, parce que notre pays, quoi qu'on le dise, il restera indivisible. Nous avons toujours décrit au sein de notre parti que tout ce qu'il y avait à faire, c'est de faire ce dialogue inclusif, ce dialogue franc. Parce que qu'est-ce que les Camerounais demandent? Et juste le fait de se regarder dans les yeux et s'accepter. Nos textes sont clairs, tout est là, tout est dit, mais les gens ne veulent pas respecter. Parce que quelqu'un a eu le courage de dire un jour, vous êtes combien? Vous allez faire quoi? Voilà le petit mot qui a détruit tout le pays. Et ces gens sont connus. Ils sont connus. Ils ont foutu le feu dans la poudre et puis maintenant, pendant que les gens sont en train de jouer au sapeur-pompier, ils sont couchés dans leur lit et dorment. C'est le pauvre Camerounais qui continue à payer les pots cassés. Je dis honnêtement, je ne suis pas Dieu, mais je suis sûr que si le président de la République prenait un hélicoptère le matin, il atterrissait à Boya, il disait, mes enfants, je vous ai compris. On va s'asseoir et on parle. Le même hélicoptère l'a bien à Bamenda. Est-ce que vous avez mesuré la situation qui peut évoluer dans ces zones-là? Ah, je vous le dis parce que... Avez-vous le sentiment que sa présence devrait résoudre un quelconque problème? Oui. Quand vous apportez l'homme de la vie, tout le monde regarde le ciel, on dit que où est le Père? Pourquoi il n'arrête pas tout ça? Est-ce que ce que vous voyez sur ce qui se passe là-bas, est-ce que c'est un problème de que les gens... C'est pas la guerre en tant que telle, c'est que les gens sont fâchés. Ils expriment leur ras-le-bol. Et ça, personne ne les écoute. Hein? Quand le chef de l'État allait déclarer la guerre contre son peuple, notre parti a été le premier à monter le créneau pour dire ça ne se fait pas. Dans aucun pays au monde, on ne déclare pas la guerre contre son peuple. Sauf que votre parti a tendance à vouloir mettre de l'huile sur le feu? Non, au contraire, nous avons La semaine dernière, votre parti, à travers le chairman, semblait évoquer l'idée d'une convocation de chef de l'État par la Cour pénale internationale pour, dit-on, crime de guerre ou crime contre l'humanité. Vous mettez de l'huile sur le feu? Non, je crois que c'est mal compris. Je crois que quand vous êtes un chef et qu'un de vos subalternes pose des actes, c'est directement vous qu'on indexe. Je vais vous donner un exemple à la mairie. Quand les petits agents vont faire n'importe quoi sur le terrain, c'est du maire qu'on parle. On parle que le maire a fait ça, le maire a envoyé ses agents. C'est pareil pour le chef de l'État. Quand nos forces de maintien de l'ordre posent des actes sur le terrain, c'est lui qu'on indexe parce qu'on sait que c'est lui qui a envoyé les gens sur le terrain.
Vous voyez, nous, on dit encore au niveau du SDF qu'il faudrait que les gens s'asseyent, qu'ils se regardent droit dans les yeux et qu'ils se parlent. Nous sommes les enfants d'un même pays. Ce pays appartient à nous tous. Il faudrait que les gens aient le courage de savoir que ici j'ai fait la faute, je peux demander des excuses. Ou bon, on ne demande pas au chef de l'État de venir dire que j'ai fait la faute, mais quand même de dire à ses enfants, écoutez, je sais qu'il y a malaise ici, on va arranger, calmez-vous, et le tout va pas. Même s'il ne peut pas prendre un hélicoptère pour aller là-bas, qu'il fasse le même message, comme on voit dans d'autres pays, d'autres présidents le faire, qu'ils aillent à la télévision, qu'ils disent, je vous demande d'arrêter, et on va s'asseoir pour parler de ce problème-là. C'est tout. Et vous allez voir, ça va passer très vite. Disons un mot sur la commission Moussongué. La presse a évoqué quelques propositions qui ont été émises pour une sortie de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de Cameroun, la libération de quelques personnes qui ont été interpellées au déclenchement de cette crise-là, le rapatriement de la dépouille d'Aïdio. On parlait également du renforcement du dispositif éducatif dans le sous-système anglophone. Ce sont quelques propositions, l'accélération d'une véritable décentralisation. Ces propositions qui ont été émises par la commission Moussongué vous semblent suffisamment importantes pour pouvoir résoudre de manière définitive, ramener la calmie dans ces régions-là? Je crois que pour une fois, vous me redonnez encore raison. La commission Moussongué fait ces propositions parce qu'elle est descendue sur le terrain. Elle a écouté les populations, elle a écouté les gens qui souffrent. Hein? Ce rapport-là ne reflète que la réalité du terrain. N'est-ce pas? C'est ce qu'ils ont entendu. Aujourd'hui, quand ils parlent de débat des problèmes relatifs à l'institution du fédéralisme dans notre pays, nous, on l'a dit depuis la création du SDF, monsieur. Nous, on a dit qu'il faut absolument revoir ce problème, la forme de l'État dans ce pays, parce que c'est écrit dans la Constitution. Il faudrait que les gens respectent ce que nous avons nous-mêmes adopté. Vous avez vu, c'est une histoire qui remonte de 61. Ce problème de fédéralisme, quand il parle ici d'initier un dialogue franc, sincère et inclusif entre le gouvernement et les anglophones, y compris ceux de la diaspora, pour trouver des solutions durables à la crise actuelle. Attends, c'est ce que nous avons toujours demandé. On ne peut pas faire un Cameroun à part pour les anglophones et notre Cameroun pour les francophones. On ne peut pas rejeter ce peuple-là au point où on les traite de moins que rien. Vous savez bien au quartier quand on dit que les gens, c'est des petits gens. Non, c'est pas normal dans un pays. Au sein du social-démocratique franc, ce fédéralisme qui est appelé, c'est un fédéralisme à combien d'États? Nous avons dit que nous appelons le fédéralisme à tous les vœux et que c'est la population qui déterminera le nombre des États. Ce n'est pas la tête de quelqu'un. C'est-à-dire que quand nous allons arriver au pouvoir, on va faire une table ronde où les gens vont s'asseoir pour déterminer si c'est un fédéralisme à 10 États. Est-ce que c'est la priorité, à votre avis? Non, parce qu'il faut... Au moment où on a l'impression que le vivre ensemble est quelque peu fragilisé. Non, et le vivre ensemble est fragilisé tout simplement parce qu'on ne veut pas écouter les gens. Je vous prends un exemple. Bêtement comme ça, on dit que le Cameroun a 10 régions et que les 10 régions deviennent subitement de 10 États fédérés. On trouve une méthode. Si on dit par exemple que 10 États c'est trop, on dit bon, on va peut-être à 5, à 4. Fédéralisme, hein. Oui, je parle du fédéralisme. Le régionalisme. Je dis que on suppose que ces régions-là sont devenues des États fédérés. Hein? On va retrouver des moyens pour les gérer. Pour l'instant, c'est un problème de que les hommes se mettent ensemble autour d'une table et trouvent la forme qui les sied. Ce n'est pas une imposition, vous ne pouvez pas imposer la forme de l'État aux gens. Nous avons grandi aujourd'hui, vous connaissez très bien, que ce soit dans la sous-région Afrique centrale ou bien dans l'Afrique. Le camp d'en face continue à dire que c'est une option non négociable. En fait, parce qu'ils sont loin de la population. La preuve, voilà, la commission Moussongué qu'ils ont envoyée sur le terrain, ils vous disent que voilà la vérité du terrain. Le terrain réclame qu'on revienne sur le fédéralisme, sur la forme de l'État. Hein? Quand on dit d'accélérer les réalisations des infrastructures dans les régions, vous-même vous connaissez. Vous connaissez vous-même que quand vous partez du nord au sud, il n'y a pas de route dans ce pays. Vous connaissez. Vous savez très bien que quelqu'un a dit que où la route passe, le développement suit. Mais dans ce pays, vous pensez que le fédéralisme va résoudre? Bien sûr, monsieur, parce que quand les gens vont prendre leur État, ils feront tout pour trouver des moyens qui vont les amener à améliorer leur région. Ça, c'est clair. Et moi, honnêtement, je ne sais pas pourquoi ce mot-là fait mal. Bon, peut-être comme vous venez de dire tout à l'heure, au lieu de dire fédéralisme, quand on dit régionalisme, bon, pour moi, c'est qu'au moins des gens se prennent en charge dans leur région et qu'on leur donne les moyens de pouvoir le faire. C'est la même chose que nous créons au niveau des mairies. Quand nous sommes dans les mairies, on dit que nous sommes maires. Mais nous sommes maires de quoi?
On nous parle de la décentralisation, on ne voit rien. Donc, en réalité, il faut que les gens arrêtent de tromper les autres. C'est pas parce que aujourd'hui les Camerounais sont passifs qu'on va croire qu'on peut tromper un peuple une fois, mais on ne peut pas le tromper toutes les fois. Monsieur le maire, j'aimerais justement qu'on aborde les questions thématiques à présent. Vous avez embrayé sur la première, relative notamment au processus de décentralisation. J'aimerais qu'on en parle largement. Vous êtes maire de la commune du 3e arrondissement de la ville de Douala. On en est où avec le processus de décentralisation? Pour moi, c'est une décentralisation tronquée, jusqu'à preuve de contraire. Parce que, imaginez-vous, vous êtes à la tête d'une mairie et vous n'êtes là que fictif. Parce que, je vous dis vraiment au terme terre à terre. Comment ça, fictif? Attendez, vous êtes dans une mairie, vous n'avez pas de ressources. Vous collectez les droits de place sur les marchés, etc. Okay. Non? Vous faites une petite collecte? Cette collecte-là va faire quoi? Je vais vous donner un exemple. Vous voyez Douala 3e, on dit que c'est la plus grande commune du Cameroun. On a la plus grande zone industrielle du Cameroun. On a plein d'entreprises et tout et tout. Mais tout l'argent est reversé à l'État central. La commune d'arrondissement attend la répartition des CAC, qui arrive, je peux dire, avec un retard. Exemple, en ce moment, nous sommes aujourd'hui le 19-20 juin. Les CAC du premier trimestre 2018 ne sont pas tombés. Vous imaginez? On vous demande d'aller collecter les bribes de sous sur le terrain. Quand vous allez sur le terrain, ça veut dire qu'on vous monte encore contre votre population. Parce que quand vous allez faire ce recouvrement, c'est les gens qui se fâchent parce qu'ils disent « Oh, je ne peux pas payer et tout ». Vous êtes obligé de dire. Je vais aller encore au fond des choses. J'ai une mairie qui a près de 300 employés. J'ai une charge salariale de 62 millions de francs par mois. Je dis par mois. Mes recettes propres, c'est-à-dire que même si je fais n'importe quoi, même si je fais toutes les éventualités, je peux encaisser 45 millions par mois. J'ai 62 millions à payer. Qu'est-ce que je fais? Je dois attendre les CAC qui doivent venir 6 mois, 8 mois après. Qu'est-ce que vous faites, monsieur le maire? Vous avez endetté la mairie. Je ne peux pas faire... Je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est-à-dire que quand ces CAC arrivent, nous sommes obligés de sacrifier ce que nous appelons les fournisseurs. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'activités sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, même quand on veut donner une bonne commande à quelqu'un, il refuse. Parce qu'il n'a plus confiance en la mairie. Il se dit que quand il va investir son argent, il va attendre 6 mois, 1 an, voire 2 ans avant de se faire payer. On dira un mot sur la gestion de cette municipalité, oui. Mais j'aimerais qu'on reste d'abord sur la décentralisation. Voilà. Cette décentralisation-là, j'aimerais peut-être vous permettre de commenter une des propositions que vous avez émises à travers l'Association des communes et villes unies du Cameroun. Vous souhaitiez que la dotation générale de la décentralisation soit portée à 10% du budget. C'est réaliste? C'est une demande qui continue à nous tenir à cœur, parce qu'en réalité, dans tous les autres pays, dans le budget général de l'État, on affecte toujours une part dans les mairies, sauf au Cameroun. On demande aux mairies... Est-ce que vous, les maires, vous ne focalisez pas beaucoup l'attention sur les finances et très peu d'attention sur les compétences? Puisque vous proposez également que l'on forme à peu près 2000 cadres techniques, ouais. Sauf que ces propositions, on a l'impression que vous mettez en avant davantage la question financière. Non, je crois que nous sommes... Si on vous donne l'argent et vous n'avez pas les compétences, vous allez faire Je crois que nous sommes mal compris. Je reviens à Douala 3e. J'ai 300 employés, mais là-dedans, je n'ai pas de cadre. Nous avons fait des propositions au niveau de CVUC pour dire qu'au niveau de l'administration centrale, au niveau des ministères, il y a plein de cadres qui sont là, qui sont payés pour rien, qui ne servent à rien. Nous avons besoin de ces cadres dans les mairies. Qu'on nous les affecte, qu'on met ces cadres-là à notre disposition, ils nous permettront donc peut-être de former les petits gens qui sont recrutés sur le terrain, et nous allons accélérer les travaux sur le terrain, parce que si vous nous affectez tout ce que vous avez là et que nous n'avons pas de techniciens pour le réaliser sur le terrain, on sera toujours obligé de mal faire et on va dire que le maire ne fait rien. Il a la bonne volonté, mais il n'a pas les moyens matériels pour pouvoir réaliser ce qu'il a envie de faire. Ne voyez pas seulement de l'argent, parce que cet argent, puisque vous semblez mettre un point d'honneur sur le volet financier, et vous oui, semblez évacuer le volet compétences. Non, or, la compétence, cette décentralisation-là, c'est deux volets, le transfert des compétences, mais également le transfert des ressources. Oui, mais attends, c'est qu'on dit transfert de compétences, c'est quoi? On nous transfère quelles compétences? Il n'y en a pas. On nous transfère quel argent?
On n'en a pas parce que jusqu'à aujourd'hui encore, peut-être que vous ne le saviez pas. Les gens pensent qu'on a dit qu'on a transféré de l'argent dans une mairie. Non, c'est un carton qui est encore repris par l'État parce qu'en réalité, le maire ne voit pas ce carton. Il est peut-être maître d'ouvrage, mais en réalité, la commission de passation de marché gère le marché, l'attribue à qui il veut, et le maire est là seulement pour, peut-être dans le cadre de son marché, de son territoire, envoyer son chef de service technique Monsieur pour aller vérifier. vérifier. Vous voulez me faire comprendre que vous ne passez pas les marchés? Non, ce n'est pas le maire qui passe. La loi prévoit que vous passiez des marchés de l'ordre de 5 millions. Oui, ça c'est... Monsieur le maire, comment vous dites là? Vous venez tout à l'heure de dire que vous ne passez pas les marchés. Non, quand je vais dire... Vous vous étonnez que je vous informe que vous passez des marchés de l'ordre de 5 millions de francs. Ça, c'est des petits marchés de 5 millions. Vous pouvez faire quoi avec 5 millions de francs? C'est déjà quelque chose. Oui, mais donc vous passez quand même des marchés. Nous le faisons, et je l'ai dit tout à l'heure que nous faisons ces marchés, mais malheureusement, les fournisseurs refusent même de prendre ces marchés parce qu'on ne les paye pas après. Les mairies n'ont pas de caisse liquide pour pouvoir faire passer ces marchés. Ceux qui sont un peu plus au-dessus de 5 millions, c'est la commission de passation des marchés. Et même jusque-là, ils ont des problèmes parce que quand ça arrive au niveau de la trésorerie centrale, on vous dit que ces fournisseurs attendent 6 mois, 8 mois, 10 mois pour se faire payer. La prochaine fois, quand vous les appelez pour dire qu'il y a encore marché, on dit vraiment je n'ai pas l'argent à aller enterrer. Et c'est ça le gros problème que nous avons dans le marché. Nous avons la volonté de faire beaucoup de choses, même les petits 5 millions que vous dites là. Combien de personnes viennent chercher les marchés de 5 millions? Parce que quand il va mettre ces 5 millions, il va attendre 1 an, 2 ans pour se faire payer. Nous avons ces problèmes parce que même nos fournisseurs ne nous font plus confiance. On dit que la mairie, c'est des mauvais payeurs. Et ce n'est pas la faute du maire, c'est parce que la manière avec laquelle cet argent arrive ne permet pas au maire d'être libre. Si la mairie était gérée comme une entreprise, où tu avais tes fonds, je donne un exemple. Si, dans les CAC que nous attendons, par exemple, on demande 40%, que la quote-part des CAC attribuée aux délégués de gouvernement, 40% devait être retrocédé dans les mairies. Seulement ces 40%-là, au niveau de la ville de Douala, feraient minimum 1 milliard par an à chaque mairie. Je m'arrête à 1 milliard. Imaginez-vous que si un maire avait 1 milliard dans son compte, je prends un cas comme ma mairie, j'ai fait dans de 720 millions par an. Pour le salaire, j'aurais compris déjà que mon salaire est déjà fait. Le reste maintenant, plus ce que je veux amener, j'aurais l'obligation de travailler dans ma zone, de payer mes fournisseurs tranquillement en étant sûr que le travail que je fais, je le fais pour ma population. J'aurais travaillé avec ma population pour déterminer les travaux qui sont prioritaires et travailler avec des fournisseurs sérieux qui vont faire ce que la population demande. Mais malheureusement, tu as ces fournisseurs, tu as du travail à faire sur le terrain, mais tu n'as pas d'argent. Voilà le gros problème. Monsieur le maire, sur une échelle de 1 à 10, vous situerez la décentralisation à quel niveau? À 2. 2 sur 10. Pourquoi? Parce que rien n'est fait. Elle est tatillonne. Elle continue toujours à... Et le gros problème de la décentralisation au Cameroun, c'est que tout est écrit sur le papier, mais rien n'est appliqué. Rien. Je peux vous citer quelques cas de ce que vous dites décentralisation. Depuis que nous sommes là, on parle des cas de marchés qui sont installés dans les zones. C'est un décret du Premier ministre qui est signé. On n'a jamais autorisé à un maire de gérer les marchés qui sont dans son territoire. On parlait des salaires des maires. Depuis, on dit ça à compter de la date de signature du décret du Premier ministre. Nous réclamons aujourd'hui 16 mois d'arrêt de salaire qui ne sont toujours pas payés. On parle toujours dans le texte des... Et vous réussissez à tenir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je n'ai pas fini. Vous procédez par les délibérations qui vous permettent d'avoir... Non, pas du tout. Je vais arriver. On vous parle dans le texte encore. On nous dit que... Vous n'allez pas me dire que les maires travaillent de manière bénévole? Nous avons un...